Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour me présenter. Alors je suis Aleximé, je suis dessinatrice de BD. J'ai hésité à faire cette vidéo en face caméra, mais je ne vois pas spécialement l'intérêt à ce qu'on voit ma tête et je trouve ça plus intéressant que je sois en train de faire un dessin en même temps. Alors, je précise, j'avais commencé cette vidéo, j'étais partie sur un dessin complètement improvisé et comme je parle en même temps et que j'ai du mal à me concentrer, surtout si j'ai pas un thème, eh bien j'ai quand même fait une petite base pour savoir à peu près où je vais. Donc on va partir sur mes animaux, qui sont le soleil de mes journées, ça dépend des jours. Donc mon gros chat Yokaides, mon nouveau jeune chat que j'ai trouvé dans la rue il y a à peu près un mois, Sintra, comme la ville au Portugal, et la fameuse, la merveilleuse, la magnifique Nighty Chouquette qui apparaît souvent dans mes publications de réseaux sociaux. Donc je vais partir comme ça et je vais parler en même temps pour me présenter. L'idée c'est de faire ma biographie sous forme de vidéo. C'est pas par prétention, enfin peut-être un petit peu, hein, on a tous un certain ego je pense, mais c'est aussi parce que souvent on me demande de me présenter en atelier, j'ai tendance à oublier de dire des choses, je pense que je n'ose pas dire beaucoup de choses que je fais, et j'ai eu une espèce de révélation hier en me disant mais en fait, pourquoi ce truc de vouloir me planquer et de me faire passer pour plus bête et moins expérimentée que je ne le suis. Plus, je pense, d'après ce qu'on me dit, que je fais assez jeune, ce qui fait qu'encore maintenant, de temps en temps, on me demande si je suis étudiante ou si je suis en train de faire mon premier festival BD, alors que j'ai commencé à travailler vraiment à plein temps en 2009, et sinon je travaille depuis 2006. Donc ça fait à peu près 17 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 17 ans. Donc comment dire qu'au bout d'un moment, ça devient un peu vexant. Et l'air de rien, je reçois quand même beaucoup de... Comment dire, je rencontre beaucoup de personnes qui se permettent de me donner des conseils ou des critiques sans avoir vu mon travail, sans me connaître ou quoi que ce soit. Je pense que le fait que je sois une femme n'aide pas là-dedans, mais je sais pas trop. Donc je pense aussi que peut-être que j'ai une attitude où je ne mets pas assez ce que je fais en avant, je me planque un petit peu derrière mon petit doigt et je me dis qu'il est peut-être temps que ça cesse. Alors voilà, donc sans prétention, voilà une vidéo pour me présenter correctement et faire un peu, déballer un peu mon CV tout en dessinant mes merveilleux animaux. Alors moi je dessine depuis que je suis toute petite. À la base j'ai commencé à dessiner pour raconter des histoires, à une époque où je ne savais pas encore lire ni écrire. J'ai commencé à faire des bandes dessinées vers l'âge de 6 ans. C'est une tante qui m'avait parlé d'un concours de bande dessinée à Saint-Quentin, dans l'Aisne, en Picardie. La Picardie, c'est vers le nord, pour ceux qui ne savent pas. Donc elle m'avait parlé de ce concours, et comme je dessinais tout le temps, elle m'avait dit pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'y participer. Le problème aussi étant que quand je dessinais, avant qu'elle me pousse vers ça, j'essayais de raconter plein de trucs dans mes illustrations, sauf que raconter plein de choses sur une image fixe seule, c'est pas forcément évident, alors qu'en bande dessinée, c'est quand même beaucoup plus pratique euh, pour, euh, pour développer une action. Donc voilà, tout a commencé là, moi je dessinais tout le temps, je parlais peu, c'était vraiment mon moyen d'expression, j'étais très... je sais même pas si c'était réservé ou juste solitaire, ou un peu les deux, je sais pas trop. Mais voilà, du coup je dessinais tout le temps, et ce qui a fait que j'ai progressé assez vite par rapport aux autres élèves qui dessinaient une demi-heure par semaine. Et donc je place ça là parce que je ne crois pas à la notion de don. Je veux bien croire qu'il y a peut-être des talents ou des facilités ou quoi que ce soit, mais pour moi les choses se travaillent, s'apprennent, et même si on a plus ou moins de facilité, je, je pense que tout peut s'apprendre et que c'est une question à la fois de volonté et la vie qui a fait qu'on a été poussé dans certaines circonstances. Donc dans ce contexte-là, j'ai commencé à faire des concours de bande dessinée vers l'âge de 6 ans. J'ai fait celui de Saint-Quentin plusieurs fois, enfin de nombreuses fois en fait. En gros, je l'ai fait à peu près chaque année entre mes 6 et mes 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bah voilà, je n'ai pas à en rougir ou quoi que ce soit de dire ça, et c'est pas de la prétention, c'est juste un fait. J'ai souvent gagné ce concours, donc j'ai eu pas mal de prix à ce niveau-là. Et puis j'ai participé aussi au concours de bande dessinée d'Amiens, que j'ai gagné aussi plusieurs fois quand j'avais, dans ma catégorie, quand j'avais, si je dis pas de bêtises, 12 ans, 14 ans, euh, 17 ans, j'étais sélectionnée, mais j'ai pas gagné le prix.
Et je l'ai gagné à nouveau quand j'avais 19 ans, et là c'est comme c'était considéré comme étant une espèce de hors catégorie pour adultes. Dans ces cas-là, le festival de bande dessinée d'Amiens donnait l'opportunité de réaliser l'affiche du festival de l'an prochain. Donc ça a agi un petit peu comme un petit tremplin. Et au-delà de ce concours, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à cette époque. Mais là, je vais rester sur un ordre chronologique. Donc je dessinais tout le temps. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait une option art plastique qui m'a permis notamment en première année d'apprendre des techniques de dessin comme l'aquarelle. Voilà, donc je remercie mes profs avec du retard. Les années suivantes, on faisait beaucoup plus d'art dit moderne, un petit peu de... comment ça s'appelle? Je sais plus. Des performances, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait, mais je ne regrette pas parce que ça m'a ouvert comment dire, un univers que je ne connaissais pas du tout, et c'est vraiment des très bons souvenirs le lycée, donc aucun regret de ce côté-là. Et puis, après ça, en fait, c'est posé la question de quoi faire ensuite. Moi, depuis que j'étais petite, je bloquais sur l'idée que après le lycée, j'allais faire une école en Belgique de bande dessinée. Donc, je pensais à Saint-Luc ou Tournai. Je sais pas si c'est la même école, j'avoue, ça commence à être loin pour moi, tous ces souvenirs-là. Et en fait, les hasards de la vie ont fait que je n'ai pas pu faire cette école pour des raisons financières. Et je me suis retrouvée à aller à la fac d'art qui était censée être une année d'attente en attendant que je puisse me diriger vers la Belgique. La fac d'art, désolée, c'est pas méchant, c'est les pires souvenirs de ma vie. Enfin, c'est, comment dire, j'avais rencontré des gens chouettes parce qu'on était plusieurs, on était un petit groupe où on s'est trouvés, et où on dessinait beaucoup, on a créé un fanzine, et on a eu énormément de chance parce qu'il se trouve qu'on était à Amiens et qu'il y a l'association On a marché sur la bulle qui cette année-là commençait à proposer des cours de bande dessinée pour qui voulait, donc jeunes adultes notamment. Et on s'est retrouvés, moi et mes camarades de fanzine, à aller assister à ce cours. Et du coup, ça nous a donné un but dans notre année. Pour le reste, la fac d'art, quand je dis pire année de ma vie, c'est vraiment pire année de ma vie. J'avais l'impression de régresser, de rien faire, je comprenais pas ce que je faisais là. Et d'ailleurs, une de mes enseignantes m'avait pris à part à la fin d'un cours. On avait eu un exercice à faire d'après nature. Elle m'avait emmené voir un autre enseignant, sans rien me dire, ils avaient discuté de mes dessins. Ils étaient tous les deux retournés vers moi et il m'avait dit: qu'est-ce que tu fais là? Et oui, je sais pas. Et j'avais pas très bien compris ce qu'on me voulait en fait. Et en gros, il m'avait dit: mais t'as pas grand chose à faire là, tu vas perdre ton temps. C'est pas méchant, hein, je veux pas dire aux étudiants passés ou actuels qu'ils ont raté leur vocation ou quoi que ce soit, mais c'est un fait, on m'a dit ça. Et du coup, on m'a dit: mais il faut pas que tu restes là, tu es en train de gâcher ton temps. Et comme j'étais déjà moralement très 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 perturbée d'être dans cet endroit où j'avais l'impression de régresser horriblement, et bien ça a achevé de me convaincre. Et du coup, ensuite j'ai changé d'orientation. Alors ça a été un petit peu de bataille familiale parce que il y a le côté la fac. Même si on n'y apprend rien, visiblement dans certaines facs, ça donne un diplôme. Et donc c'était très compliqué familialement d'entendre que j'allais changer de formation et potentiellement ne pas avoir de diplôme. Donc à cette époque-là, j'avais entendu parler de l'école d'animation, donc de dessin animé Wetsum, qui est aussi à Amiens et qui est dans les locaux de On a marché sur la bulle. C'était une époque où la formation ne durait que 9 mois. Donc on n'avait pas de vacances à part un tout petit peu de vacances à Noël, c'était des cours assez intensifs. Et en gros, on essayait de refaire le programme des écoles dites classiques qui sont sur 2 ou 3 ans en un an. Donc forcément qu'on passe à l'époque, parce que le programme de cette école a changé, maintenant je crois qu'il est sur 3 ans, voire plus. Mais à l'époque, bien sûr qu'on passe à côté de certaines choses, mais n'empêche que ça a donné un très bon bagage. Enfin, moi en tout cas, ça m'a donné un très bon bagage. Et vraiment, ça m'a appris une rigueur que j'avais pas du tout. Et ça m'a appris tout simplement à me servir de l'outil informatique. Donc dans cette école, on ne dessinait pas à l'époque, on ne faisait que de l'apprentissage de l'animation, de comment utiliser les logiciels, de comment modéliser un personnage, etc. Donc c'est comme si on avait une marionnette qu'on est en train de créer et qu'après on fait bouger, donc on ne dessinait pas du tout. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'avais déjà un bagage en dessin. Et voilà, ça a été vraiment une expérience. Je suis très 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 reconnaissante d'en être passée par là. Alors, petit aparté, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler professionnellement à côté de la fac en fait. Donc, on avait un fanzine. À la fac, clairement, je m'ennuyais horriblement, donc j'avais anormalement de temps libre.
Et je me suis mise à faire des travaux de commande pour des structures ou pour des particuliers. Ça restait quand même assez... peut-être pas ponctuel, il y en avait quand même beaucoup en y repensant, mais c'était pas très professionnel ce que je faisais, j'étais mal encadrée, je savais pas comment on faisait un devis, un contrat ou quoi que ce soit, donc il y avait quand même un côté très à l'arrache dans tout ça, mais bon, ça a été formateur. Et, euh, et donc après, à la fac d'art, je continuais ces travaux, et j'ai continué pendant que j'étais à Watson, mais là, moins parce que l'école était tellement... demandait tellement d'implication que forcément j'avais moins de temps. Par contre, je continuais de faire quelques festivals de bande dessinée, donc avec mon fanzine. Et, euh, et voilà, et à la fin de cette école, l'association On a marché sur la bulle était en train de créer les éditions de la Gouttière. Donc à l'époque, c'était pas encore une maison d'édition spécialisée pour la jeunesse. Et en fait, on m'a proposé de participer à leur tout premier album, qui était le collectif Cicatrices de guerre, où j'avais fait une histoire de 5 pages, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'avais tout fait, j'avais fait le scénario, les dessins et les couleurs. Et on m'avait fait confiance, et je crois que je m'y attendais pas trop. Je m'attendais à être, comment dire, peut-être plus drivé ou moins libre. Et c'était une super bonne surprise. Quoi. Donc voilà, je revois cet album avec un petit truc particulier. Et surtout, comme les éditions de la Gouttière étaient très motivées pour se faire connaître, etc., et pour bien défendre cet album, ça a été l'occasion de faire beaucoup de festivals, mais vraiment beaucoup de festivals. J'en faisais entre, je pense, à peu près 10 et 15 par an. Donc à partir de 2009, ça a duré sur plusieurs années. C'est pour ça que je rigole un peu quand les gens me disent c'est ton premier festival? Oh non, oh là là non. Et voilà, donc ça a rythmé un peu mon quotidien, tout ça. Et au même moment, à peu près, ça a été le début de ma vraie vie professionnelle avec plusieurs publications qui se sont un peu suivies. Donc il y a eu chez les éditions Petit à Petit des contes inuits en bande dessinée qui étaient entièrement scénarisés par Thierry Lamy. Et là j'ai fait les dessins et les couleurs. C'était une histoire avec des mouettes. Donc il y avait une petite mouette et deux fulmars qui c'est une sorte de mouette qui vit c'est le pôle Nord. Du coup j'ai peur de dire une énorme bêtise vraiment déplacée, mais oui je pense que c'est le pôle Nord. Donc voilà, une mouette et deux fulmars. Et quand j'étais à Watson, je réalisais pardon, un court métrage dont le héros était un petit chat en porcelaine, un manekineko pour ceux qui connaissent. Donc c'est les petits chats en porcelaine japonais qui sont censés apporter euh, richesse, gloire et bonheur. Donc c'est ceux qu'on voit souvent à l'entrée des restaurants chinois ou asiatiques avec une petite patte relevée. Et du coup, dans ce contexte-là, j'avais dessiné énormément de chats pour m'entraîner et pour savoir comment on anime un chat, tout simplement, comment ça bouge, etc. Parce qu'en animation, c'est vraiment important de connaître assez parfaitement son modèle pour faire un truc qui tienne la route. Et en fait, ça m'a donné le goût du dessin animalier. Parce qu'à l'époque, franchement, avant Watson, je dessinais quasiment pas d'animaux. J'en avais chez moi, mes parents en avaient beaucoup. Donc j'aimais les animaux, mais en dessiner, c'était pas quelque chose qui me venait plus que ça à l'esprit. Donc je me suis mise à dessiner des animaux, et du coup, les continuites ont permis d'asseoir ce truc-là, où je me suis retrouvée à dessiner les fulmars et les mouettes, où j'ai vraiment fait des recherches pour les faire, et j'avais commencé à prendre ce goût pour le dessin animalier, pour m'entraîner à les dessiner, trouver des solutions pour bien comprendre comment un animal était fait et bougeait. Au même moment, j'avais participé à un collectif aux éditions Glénat, étonnant hein, comme début. C'était les artistes s'engagent contre le sida, donc ils avaient demandé à des auteurs une participation pour un livre qui était vendu pour les recherches et l'aide pour lutter contre le sida. Voilà, du coup, je regarde mes notes, hein, pardon. Donc voilà, se suivaient quelques travaux professionnels, etc. Et ces travaux de dessin animalier. Donc j'ai fait beaucoup de festivals. Je me suis mise à faire beaucoup de travaux de commande, donc pour des particuliers ou des entreprises. C'était vraiment mon quotidien. J'avais parfois beaucoup de mal à publier, même si j'ai quand même fait beaucoup de collectifs finalement, mais ça s'est fait sur relativement long terme. Donc c'était par exemple des faire-part, des affiches pour des compagnies de théâtre, des logos, des portraits aussi. Donc j'acceptais tout ce qu'on me proposait. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. C'est que à la fois ça a été très formateur, et
sans méchanceté, j'ai eu affaire à des gens bien relous. Désolée, oui, c'est méchant quand même. Mais parce que, pas forcément des gens mal intentionnés, mais parfois des gens qui ne savent pas comment ça se passe pour faire un dessin qui. Pourtant, tout le monde a déjà dessiné au moins une fois dans sa vie, a priori, mais qui ont oublié comment ça se passait, qui ne se rendent parfois pas bien compte des contraintes, de l'implication ou de tout simplement ce qui est possible de faire en dessin ou pas. Donc ça a été très formateur, parfois très compliqué. Et honnêtement, si c'était à refaire, je crois que j'aurais pas la patience ni le courage de repasser par tout ça. Là où je suis un petit peu mitigée aujourd'hui, c'est que je me dis, parfois dans la vie, il faut savoir choisir ses combats. On va pas pouvoir tout faire. Moi, je tenais à prouver que j'étais pas fainéante, parce que du coup, j'ai arrêté mes études après Wetsom sans avoir ma licence d'art plastique. Parce que vraiment, j'étais retournée à la fac d'art pour me réinscrire en troisième année. Et au secrétariat, on m'a dit bah, vous avez fait quoi pendant un an? Vous avez fait une année sabbatique? Alors que clairement, j'avais jamais autant travaillé que l'année où j'étais à Wetsom. Donc, je pense que ça m'a suffisamment vexée pour que je me dise je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne suis plus jamais retournée dans cet endroit. Et, et j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Oui, choisir ses combats. Donc en fait, moi j'avais vraiment ce besoin de prouver absolument à ma famille et au monde entier que j'avais eu raison d'arrêter cette fac d'art et surtout que financièrement je pouvais m'en sortir seule. J'avais mis un point d'honneur à ne jamais demander d'argent à quiconque. Euh, En dehors du travail, je veux dire, j'ai pas emprunté d'argent, j'ai jamais rien demandé. Et c'était vraiment très important pour moi. Sauf qu'à cause de ça, je me suis mis dans des situations parfois très compliquées où j'acceptais n'importe quoi en termes de boulot. Mais vraiment n'importe quoi. Et du coup, parfois ça n'a pas été très bien parce que j'étais mal payée, voire des fois j'ai pas été payée parce que c'était un petit peu des escroqueries ou quoi que ce soit. Et je me suis retrouvée dans des trucs très plombants et avoir une vie quand même relativement compliquée où toute ma vie s'est mise à tourner autour de mon travail. Donc c'était spécial hein, comme ambiance. Pareil, ça, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais ça a été très formateur en même temps. Et c'est juste qu'avec le recul, à l'époque, je me demandais tout le temps pourquoi je n'arrive pas à publier. Et je pense que ça se sentait profondément que j'abordais les éditeurs en quémandant et en étant aussi peut-être un petit peu agressive. Parce que j'étais tellement à bout de nerfs en me disant il me faut du travail, il me faut du travail, il me faut du travail, que ben, ça se sent hein, quand quelqu'un n'est pas décontracté. Et c'est horrible, mais c'est un peu la loi de la vie et tout, il y a des injustices, mais parfois quand on court trop après quelque chose, qu'on le veut trop et qu'on est trop sur les nerfs, eh bien les gens en face n'ont pas envie de continuer de parler avec vous. Donc ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise et que je tenais à partager, j'en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Mais voilà, prendre son temps, pas être trop pressé, accepter les choses qui ne fonctionnent pas et parfois surtout faire des choix parce que pendant que je faisais toutes ces commandes, etc., je n'avais pas le temps de toute façon de m'investir dans un album complet. Donc ça aurait pas pu le faire. Malgré tout, j'ai quand même vécu des choses assez chouettes pendant cette période. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers pour essayer de trouver un éditeur, donc de dossiers bande dessinée avec quelques pages, un synopsis, une histoire complète, soit avec des scénaristes, soit seul. J'en ai vraiment fait énormément, enfin énormément. Je sais pas si j'en ai fait énormément, mais c'est surtout que j'en ai fait beaucoup en peu de temps. J'en ai fait une bonne quinzaine. Et aucun d'eux n'a abouti. Il y en a plusieurs qui ont failli aboutir, mais à chaque fois il y a eu un truc qui s'est mal passé. Ou qui s'est pas passé tout court. Dans ce contexte, comme quoi, vous voyez, moi je suis assez positive. J'ai une espèce de croyance en la vie qui s'est développée à cause de toutes ces expériences. Dans ce contexte, eh bien, je me suis retrouvée à avoir énormément de dessins de recherche qui tenaient la route parce que c'est pas du tout vantardiste que je dis ça, c'est dans le sens, quand je dis qu'ils tenaient la route, c'est dans le sens, comme c'était fait pour des dossiers, je m'appliquais beaucoup, je faisais pas du tout ça à l'arrache et surtout ils étaient sur un thème commun, donc il y avait un fil conducteur. Donc j'ai pris tous ces dessins qui traînaient, que je laissais dans mon placard et ça me faisait quand même un peu de peine l'idée que personne ne les voit jamais. J'étais déjà très active sur mon blog à l'époque. Et en fait, j'ai tout réuni dans un sketchbook que j'ai auto-édité et que j'ai vendu. Et il a assez bien fonctionné, donc je le vendais en festival. À l'heure actuelle, j'en ai plus. Ça y est, c'est fini depuis pas très longtemps. Je l'ai édité
auto-édité pardon, en 2013. Et, euh, et là, il y a quelques mois, je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini. Il aura fallu 10 ans pour en venir à bout. Ça m'a fait un petit pincement, hein, parce que je l'ai eu tellement longtemps, il me servait en même temps un petit peu de CV, etc. Et je l'aimais beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous possèdent ce fameux sketchbook. Je l'avais mis entièrement en ligne sur mon blog il y a quelques années, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez aller voir. Je pense que vous tapez Aleximé Sketchbook, vous allez le trouver sur mon blog qui est toujours actif depuis tout ce temps. Ensuite, donc, quand je vous disais que j'ai quand même eu des belles expériences, c'est pour ça que mon parcours est un peu étrange. C'est que j'ai pas énormément de publications de livres complets, et surtout ça a mis très très longtemps à venir, mais j'ai vécu plein de trucs à côté de ça. Donc en 2013, après avoir édité ce sketchbook, on m'a proposé de partir 5 jours à peu près en résidence d'auteur à Moscou, en Russie, pour animer des conférences et donner des ateliers de bande dessinée. Voilà, c'était fou. C'était complètement fou comme truc. Je me rappelle d'avoir eu un peu de dire, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part, j'ai rien à faire là, on va venir me voir et me dire, vous êtes une imposteur, allez dégager d'ici. Ça s'est pas passé comme ça, donc c'était très très bizarre. C'était voilà, il y avait des interviews, des conférences, les gens me prenaient très au sérieux, ce qui était ouais, très troublant, mais c'était une très très belle expérience. Et j'en profite pour remercier des années après Misha, le traducteur, donc qui parlait très bien français, qui nous traduisait en russe, et Luca qui est une dessinatrice très talentueuse et coloriste que j'ai rencontrée là-bas. On en était à peu près au même point de nos carrières à ce moment-là. Et Luca, elle est toujours de nationalité russe et thaïlandaise. Et j'ai travaillé récemment avec elle en tant que coloriste. C'est elle qui était ma coloriste sur un projet. Et, bah, c'était assez beau, 10 ans pile poil après de travailler avec elle et qu'il y ait un aboutissement et de se dire, ben voilà, pendant des années on reste en contact de loin, parfois on perd un peu le contact et tout, et en plus avec l'actualité russe, c'était un peu, tout devient un peu étrange dans ces cas-là, mais bah, je trouve ça assez beau du coup comme j'allais dire comme conclusion. J'espère que c'est pas la conclusion, j'espère sincèrement que j'aurai l'occasion de retravailler avec Luca, mais je trouve, enfin voilà, j'étais très 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 contente d'avoir l'occasion de travailler avec elle. Je trouvais ça très émouvant. Euh, voilà. À la suite de ça, j'ai cru, mais j'ai tellement de fois pensé que ma carrière allait décoller, etc. Et à chaque fois, c'était, enfin souvent, ça a été des flops. J'ai signé un contrat avec un journal de bande dessinée qui faisait de la prépublication, qui voulait imiter les journaux genre Jump, les journaux de prépublication japonaise pour la bande dessinée, où il y a une histoire de vote des lecteurs, etc. Donc ça s'appelait MBD, ce magazine. Si je me souviens bien, j'ai participé à un seul numéro, mais j'avais fait plein de planches d'avance parce que c'était le deal. Et en fait, ce magazine s'est arrêté brusquement, sans payer personne. Et ça a été une sacrée déconvenue, c'était très très bizarre pour moi. Et à la fois, eh ben, ça m'a juste fait faire des planches en fait. Parce que parfois, quand on est dans l'attente, qu'on fait des dossiers, etc., certes, on fait des planches, mais en fait, c'est un peu des planches entre guillemets bidons parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et on s'entraîne pas pendant ce temps-là. Et en fait, le fait de faire des planches en bande dessinée, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser très très vite. Donc j'avais fait une bonne quinzaine de planches. Je pense qu'à l'époque, j'en avais jamais fait autant pour un même projet en tout cas. Et voilà, il y avait au moins ça qui a été retenu. Donc pareil, mon projet ça s'appelait le Pun Project. Je l'ai mis entièrement sur internet et je pense que malgré tout, du coup, ça m'a donné une certaine énergie et ça m'a permis de tester des trucs, en fait, juste de travailler et d'avoir des choses à montrer par la suite à d'autres éditeurs. C'est un petit peu le jeu, hein, ça s'arrête, ça redémarre, on rate, on recommence, mais en fait, ça fait peut-être un peu philosophie de comptoir ce que je vais dire, mais c'est peut-être un peu le but de la vie, quoi, d'échouer, de réussir, de se rendre compte qu'en fait, heureusement qu'on a échoué parce qu'on n'aurait pas été à la bonne place et la vie nous remet sur le bon chemin. Donc sans partir dans des trucs ésotériques et tout, moi j'ai vraiment eu plein d'expériences de vie assez étonnantes pour commencer à faire confiance en la vie, à pas trop me désespérer quand les situations vont mal ou quand quelque chose apparaît comme très négatif. Souvent on a cette surprise de voir que ça rebondit. C'est mon expérience personnelle, mais voilà, j'ai une croyance autour de ça qui fait du bien.
À la suite de ça, il s'est passé plein de choses. Là, c'était en 2014. On m'a proposé de faire une résidence d'auteur à Creil. Donc, c'est une ville dans l'Oise, toujours en Picardie. Euh, Au même moment, on m'a proposé de faire une exposition dans le zoo d'Amiens. Donc on avait pris des dessins de mon sketchbook, justement, vous voyez, ça tout sert à quelque chose. Et on les avait, le zoo les avait fait imprimer sur des immenses bâches, mais vraiment immenses, hein. C'était, je sais pas, je crois qu'elles faisaient 3 mètres de haut, sur 1 mètre ou 1,50 m de large, c'était vraiment massive. Et donc ces planches avaient, oui, ces bâches avaient été exposées dans le zoo. Et du coup, j'avais fait pour la première fois des ateliers d'initiation au dessin animalier dans le zoo où j'emmenais des gens dessiner des animaux d'après nature. En même temps, pendant que je dis tout ça, moi je continuais de faire des ateliers. Je ne sais même pas si j'ai dit que je faisais des ateliers, donc non, j'ai pas dû le dire. J'ai commencé en 2008, à l'été 2008, un peu par hasard. C'est un de mes oncles qui m'avait proposé d'en faire dans sa petite ville du sud de la France, à Céret. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, ça a juste continué et je me suis mise à faire très souvent des ateliers, à me découvrir ou à redécouvrir peut-être, cette envie de transmettre, etc. Et enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais avec. J'aime bien, voilà, rencontrer des élèves, que ce soit des adultes ou des enfants, j'aime bien partager et j'aime bien essayer de leur apprendre des choses comme ça. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai continué de faire plein d'ateliers. À Creil, j'ai fait une résidence qui était destinée à ça, donc c'était 3 mois, si je me rappelle bien, à peu près 2 mois et demi, 3 mois, où je rencontrais tellement de classes. Je sais pas combien de classes j'ai rencontré dans ma vie, mais vraiment sans exagérer, si je dis que j'ai dû faire autour de peut-être 1000 classes différentes, je pense que je n'exagérerai pas. Donc pareil, quand j'arrive en atelier, que parce que je fais jeune, je pense, peut-être parce que je suis une femme, je n'en sais rien, je vais pas être parano. Quand on commence à essayer de m'expliquer la vie en me disant oui, ça se voit que c'est ton premier atelier, non. Et voilà, donc bah ça c'est bien, c'est que j'ai changé ma façon d'appréhender les ateliers, etc. Et maintenant je pense que je sais quand même à peu près ce que je fais. Euh, du coup, oui, à la même époque, le zoo d'Amiens. Au même moment, à peu près, je pense, j'avais illustré un manuel scolaire pour le Liban. Donc c'était pour les Samir Éditions, ça s'appelait. C'était une maison d'édition qui faisait des manuels scolaires. Et là, c'était des cours de français traduits pour les Libanais en fait. Donc c'était un peu l'équivalent de. Moi j'avais connu Apple Pie pour apprendre l'anglais, donc c'était l'équivalent. J'avais plein, j'ai eu tellement d'illustrations à faire sur des thèmes différents. Ça c'était très formateur parce qu'en plus je devais travailler très très vite. J'avais des délais assez courts pour rendre tout ça. Et c'était très varié, c'était une façon de travailler que je ne connaissais pas, où vraiment on me décrivait très précisément une image et je devais la réaliser en couleur, etc. Donc parfois c'est des travaux qui sur le coup sont un peu chiants, on va pas se mentir, c'est des conditions compliquées, puis vous avez beaucoup de choses à faire d'un coup et vous manquez un peu de temps libre, mais en fait vous en ressortez, vous avez vraiment gagné en niveau en fait, parce que on vous a poussé dans vos retranchements et poussé à faire des choses que vous n'auriez jamais fait seul, donc ça c'est vraiment positif. Ensuite, à la suite de ça, il y a eu un élément un petit peu déclencheur, donc c'est une période où je manquais un peu cruellement de travail. Je vais venir rajouter un truc sur mon dessin parce que là, ça arrive à la fin et je sais pas quoi faire, donc je vais faire des oiseaux. Oui, un élément un peu déclencheur, pardon. C'était une période où j'avais pas de boulot, etc. C'était compliqué. Et j'ai voulu participer aux cartes blanches du journal de Spirou qui venait de les relancer. Les cartes blanches, c'est juste le journal qui vous dit proposez-nous une page et si on l'aime bien, on la publie dans le journal sous le titre carte blanche. J'avais fait une planche à l'époque sur mon chat, Boussole, qui a disparu depuis, le pauvre, et qui nous manque, et que je dessinais beaucoup à l'époque. Et du coup, je mettais mon chat en scène et j'avais appelé la planche Peter Minou, qui était le surnom de mon chat. Et cette planche a été retenue pour le journal de Spirou, et en plus, le journal m'avait payé pour ça, donc c'était assez dingue en fait, parce que c'était un moment de manque de confiance en moi assez colossal. Et c'était un petit peu fou. Au même moment, j'avais été contactée par un scénariste assez connu. Ça n'a pas donné suite, mais bah, n'empêche que c'est venu pile à ce moment-là. Il y a eu des drôles de concours de circonstances. Et dans la foulée, un journal local donc, qui s'appelle Vivre en Somme, c'est un journal départemental, comme il y en a dans beaucoup de régions, en fait, pour mettre la région en valeur,
mettre les personnes de la région en valeur, proposer des idées de sortie, etc. Et donc Vivre Ensemble me contacte. Je suis un petit peu surprise, etc. Parce que je ne les connaissais pas personnellement. Ils me disent bonjour, on cherche à publier une planche de bande dessinée à destination des enfants. Par contre, il me la faut littéralement pour demain matin. Il faut que ce soit tout public. Si possible qu'il y ait un gag, il faut que ce soit en une page. Moi, sur le coup, je m'apprête à leur répondre bah non, désolé. Et puis, j'avais cette planche de Peter Minou que je venais de faire. Et je leur dis bah écoutez, j'ai ça. C'est pour demain, de toute façon, j'aurai pas le temps d'en faire une nouvelle. Le temps de trouver l'histoire et réaliser la planche, de toute façon, c'est complètement impossible, même en y passant la nuit. Ils disent ok. Et après, ils sont revenus vers moi en me disant bah écoutez, on aimerait continuer. Nous, notre but à long terme, c'est de présenter les lieux touristiques de la région, enfin du département. On aimerait du coup avoir des protagonistes. Votre chat nous a bien plu et il faudrait peut-être rajouter un humain avec pour justifier que le chat se balade dans ces lieux touristiques. Par contre, ces personnages deviendront plus ou moins la propriété intellectuelle de la région, etc. Du coup, à partir de là, je me suis dit, je ne vais pas garder Peter Minou parce que c'est mon chat, j'ai pas envie que mon chat devienne la propriété culturelle de quoi que ce soit. Donc, j'ai créé un nouveau personnage qui s'appelait Gribouille. Attendez, je confonds avec le dernier refuge. Donc, il s'appelait Virgule. Et sa propriétaire, c'était Victoire. Et ensuite, une autre protagoniste s'est rajoutée, Sophie, la meilleure amie de Victoire. Et donc, ces trois personnages allaient se promener dans des lieux touristiques samariens. J'avais été aidée pour les scénarios de Frédéric Mopomé. Donc pareil, on avait fait un dossier avec Frédéric qui s'appelait Super Pets sur des animaux super-héros dans la forêt essentiellement. Et donc il n'avait pas donné suite, ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de travailler ensemble, qu'on n'y arrivait pas. Et on venait littéralement 2 semaines avant de se faire refouler de partout en termes de maison d'édition. Et puis ça arrive et moi je me dis, ben, je suis pas capable, je me sens pas capable en tout cas d'écrire tous les mois une nouvelle histoire avec un gag, plus sur le thème d'un endroit touristique. Ça fait un peu trop de contraintes pour moi et un peu trop à penser. C'est une époque où, je le rappelle, j'avais à peu près zéro confiance en moi. Et voilà, il n'y a pas grand chose qui fonctionnait, donc bah, c'était compliqué. Je pense qu'en fait j'en aurais eu les capacités, mais bah voilà, c'était compliqué de croire en moi. Et puis au-delà de ça, j'avais envie de travailler avec Frédéric, donc c'était vraiment l'occasion. Donc j'ai travaillé pour ce journal, Vivre en Somme, pendant 2 ans. Donc j'ai fait pas mal de pages, je les ai mis en ligne sur mes blogs et sur Facebook récemment. Et en fait, ce travail, je leur ai déjà dit à Vivre en Somme, ça n'a pas du tout été anodin dans le sens où c'est venu complètement me redonner confiance. Le fait de ne pas faire seulement une page isolée, mais d'en faire plusieurs, et sur du long terme, en plus ils étaient extrêmement bienveillants, ils me faisaient vraiment complètement confiance. Il n'y avait pas ce truc que j'avais connu dans les commandes de oui, alors là le dessin, ouais non, on va revoir, finalement le personnage il est pas dans cette position. Enfin ça m'arrivait tout le temps. Je pense aussi que peut-être que j'attirais ce genre de truc, peut-être que c'est même ce que je cherchais un petit peu, de la souffrance, le masochisme, je sais pas, mais en tout cas là c'était très loin de tout ça et c'était vraiment, on vous fait confiance en fait. Donc c'était assez merveilleux comme expérience et surtout clairement j'en reste complètement persuadée, c'est venu me donner une confiance que je n'avais pas à l'époque et dont j'avais cruellement besoin. Et je suis sûre que sans cette expérience, je n'en serais pas là. Donc merci, un grand merci, notamment à Sophie Desmarais qui était ma référente à Vivre en Somme. Et bien sûr, merci à Frédéric Mopomé parce qu'il était très soutenant et très bienveillant aussi dans sa démarche. Et je me rappelais, une fois, il m'avait dit Alex, ce serait bien d'arrêter de te comporter comme si tu dessinais de la merde. Tu vois, ça serait pas mal en fait que tu commences un peu à croire que c'est pas mal ce que tu fais. Ok? Et ça vient de me revenir à l'instant. Et ben voilà, du coup, un grand merci à toutes ces personnes. Suite à ça, parce que là, tout ça, ça se passe en 2015, hein, donc on en est encore loin. Donc j'ai refait des dossiers, etc., qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu plein de péripéties. J'avais fait une histoire seule, complètement improvisée. Je faisais une page par jour, mais j'improvisais. C'était un peu ma thérapie à un moment où j'avais eu pas mal de soucis et où j'avais besoin de me réapproprier mon dessin. Des soucis professionnels, je veux dire. Donc c'était un projet que j'avais appelé Into the Woods, sur une histoire avec le... Enfin, il n'y avait pas d'histoire, hein, justement. C'était le petit chaperon rouge qui se promenait dans la forêt et qui trouve une peluche en forme de loup.
et cette peluche se transforme en vrai loup. Et donc, je peux même pas dire qu'il y avait des aventures, parce qu'en fait, c'était complètement improvisé, ça racontait rien. Enfin, pour moi, je pense qu'à l'époque, ça devait être symboliquement raconter des choses par rapport à ma vie, etc. Mais voilà. Donc celle-là, cette bande dessinée-là, elle est toujours visible sur Internet, et notamment le site qui s'appelle Projet BD, qui prépublie des bandes dessinées sur Internet, m'avait contacté par rapport à ça. En fait, ma vie, ça a été que ça a été une succession d'histoires très compliquées, très désagréables, et d'un coup de gens qui sont venus me donner confiance en moi, et c'est beau. Ensuite, à ce moment-là, j'ai eu des gros changements de vie, très très salvateurs. Plein de prises de conscience dans tous les sens, par hasard, enfin voilà, c'était au hasard des rencontres. Il y a notamment Aude Soleillac, qui est une dessinatrice que je connais depuis assez longtemps maintenant. Je peux pas dire qu'on se connaisse très bien, mais Aude, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quasiment à chaque fois que je l'ai vu, il s'est passé un truc dingue après, parce que je sais pas, on a eu des discussions où à chaque fois c'est comme si ça me remettait sur le droit chemin. Donc Aude, si tu entends cette vidéo, merci. Euh, du coup, j'avais eu des discussions avec Aude Soleillac, et ça m'avait vraiment fait prendre conscience de plein de choses, et c'était un moment où je me sentais très enfermée chez moi. Je crois que ça a coupé. Du coup, j'espère que je reprends à peu près au bon endroit. Donc je disais à ce moment-là, on me disait sans cesse que le quotidien d'un dessinateur, c'est de rester enfermé, d'avoir un métier de moine, pour reprendre l'expression qu'on me sortait, et d'accepter ça, et d'accepter de ne pas avoir de vie, de jamais sortir, de jamais voir personne, d'avoir une vie d'ascète, peu d'amis, peu de relations sociales, jamais aller boire un coup, vivre de façon très chiche, pour ne pas dire limite pauvre, etc. On me disait que c'était ça la norme. Et je crois qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, en fait, norme ou pas, je n'ai plus envie de vivre comme ça, quoi. C'est plus possible. Et, euh, et en fait, par plein de décisions qui se sont prises comme ça, etc., j'ai décidé d'aller vivre en Guyane. Donc moi, la Guyane, je connaissais depuis 2010. J'étais allée pour la première fois en vacances complètement par hasard. C'était même pas mon initiative. Je m'étais retrouvée là, je sais que cet endroit, comme beaucoup de gens, je ne savais même pas que ça existait. Euh, voilà, alors que c'est quand même un département français, mais bon, voilà. Et, euh, et donc j'étais retournée plusieurs fois. Et là, en fait, depuis 2010, depuis que j'avais vu la Guyane pour la première fois, j'avais juste envie d'y retourner. Et l'idée d'aller m'y installer un jour était omniprésente. Et donc bah, là, d'un coup, c'était gros changement de vie, et j'avais décidé de partir. Et c'est marrant avec le recul, parce qu'en fait, beaucoup de gens, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais plusieurs personnes s'étaient quand même opposées à ça. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? En plus, la Guyane, c'est associé à des choses négatives, au bagne, à la chaleur, aux moustiques, aux bébêtes. Bon, des bestioles, on n'en voit pas beaucoup hein, au final. Les moustiques, si. Et donc voilà, c'est une décision qui n'avait pas été pas forcément très bien reçue. Ça dépendait des gens. Il y en a d'autres qui m'avaient dit, oh, ça fait rêver, ça donne de l'espoir, puis c'est courageux de partir comme ça. Moi, je crois que je voyais pas du tout ça comme un truc courageux. C'était juste, j'en pouvais plus, il fallait que je parte. Et en fait, c'est marrant parce que notamment certains de mes collègues m'ont dit, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas le moment que tu pars. Là, t'es à un moment de ta vie et de ta carrière où il faut que tu sois présente, que tu te montres, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là où tout le monde m'avait annoncé que j'allais me planter, m'isoler, etc., en fait, la Guyane, à long terme, je reviendrai dessus après, ça m'a permis justement de faire des publications beaucoup plus importantes, de faire un de mes premiers projets édités, et ensuite beaucoup de choses dans ma vie professionnelle ont tourné autour de la Guyane. Donc je reviendrai dessus après. Mais en fait, c'est pour dire, si je n'avais pas fait ce choix de vie de partir un moment y vivre, je suis pas restée très longtemps hein, finalement. Je suis restée à peu près 6 mois, un petit peu moins d'ailleurs, parce que pour plein de raisons, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai eu, comment dire, le climat était très compliqué, a eu un peu raison de moi. Je pense que j'ai pas toujours fait les bonnes rencontres au bon moment. Je me suis retrouvée SDF à un moment, donc j'ai jamais vécu dans la rue, mais voilà, je me suis retrouvée à squatter comment dire, des logements qui ressemblent à des auberges de jeunesse, mais en pleine forêt, et qui s'appellent des carbets, donc on n'a pas de mur ou quoi que ce soit. Et c'est pas que ça m'embête hein, de dormir en forêt ou quoi que ce soit, c'est quand vous ne savez vraiment pas où vous allez dormir le lendemain, et que vous voyez votre argent fondre comme beurre au soleil,
et que vous sentez que la prochaine étape, ça va être justement d'aller vivre dans la rue, ben, ça a été une expérience qui chamboule, voilà, on peut dire ça, et qui est dure à partager avec des gens qui n'ont pas vécu ça. Et comme moi, personnellement, je connais pas grand monde qui a vécu ça, voire pas du tout de personnes, c'est parfois dur à partager. Pour la petite aparté, j'ai vu récemment la série Retsuko, et je vous conseille absolument. Elle est visible sur Netflix. C'est une série avec le personnage principal, c'est un petit pandarou. Les dessins font très naïfs, on dirait vraiment un dessin animé pour les tout petits enfants. Et en fait, c'est sur la souffrance au travail. Et après, dans les saisons suivantes, ça part sur d'autres thèmes, mais toujours, c'est traité avec légèreté, mais c'est pas des thèmes faciles. Et à un moment, en essayant de ne pas spoiler, un personnage se retrouve ben, très proche de ce que j'ai vécu, sauf que c'était la version urbaine, se retrouve à ne plus avoir de logement et à devoir squatter dans des... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Des cybercafés, en gros, où chacun a un box, etc. Et en fait, il n'a pas de solution pour s'en sortir. Et ben voilà, en fait, moi, ça m'a complètement fait écho et c'était très bizarre de voir cet épisode. J'avais l'impression d'enfin être comprise des années après. Et, euh, et voilà, et donc... je me suis retrouvée sans logement pendant pas mal de temps. Je suis rentrée en métropole dans des conditions compliquées, en laissant énormément d'affaires en Guyane, puisque moi j'étais partie pour y vivre longtemps. Et surtout, j'ai mis un certain temps, je crois que j'ai mis 6 mois avant de retrouver un logement. Donc j'ai été hébergée, on m'a prêté des logements, machin, etc. Et ça a été un passage de ma vie vraiment compliqué, vraiment particulier, et qui secoue parce qu'en fait, je pense que quand on a vécu le truc de plus avoir de logement, mais c'est pas pour 2 semaines pour le fun, et on ne sait pas comment on va pouvoir rebondir, je pense que ça vous change quand même profondément une personnalité. Après, ça a été très long en fait à accepter de l'idée que j'ai à nouveau le droit juste de poser mes affaires quelque part, le droit d'être complètement seule dans un endroit qui était à moi et que personne allait me foutre dehors, qu'on n'avait pas le droit de faire ça ou quoi que ce soit, et que personne allait faire irruption chez moi ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça aussi, c'est que même quand vous logez chez des gens, en fait, le côté vous n'êtes jamais seul et vous n'avez de maîtrise sur rien et vous devez vivre au rythme des autres, c'est vraiment usant en fait. Et on s'en rend pas forcément compte tant qu'on l'a pas vécu, et je vous souhaite pas de le vivre d'ailleurs. Mais du coup, ça a été très particulier, tout ce truc d'accepter que j'avais le droit d'avoir mon endroit à moi, etc. Drôle de, drôle de période. Bref, ça c'était pour l'aparté, pour parler un petit peu de ma vie, sans trop rentrer dans les détails, mais ça a été une expérience qui a été. Voilà, ça s'est passé. Euh, donc dans ces conditions, c'est pour ça aussi que je suis rentrée, que je suis repartie de Guyane. Donc je précise, hein, j'ai pas eu d'histoire d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit, hein, il n'y avait rien de sordide là-dedans, c'est juste j'ai perdu mon logement, en fait ça va vraiment pas plus loin. Et, puis bah, c'était un peu la déprime totale, et je me suis dit là c'est plus possible, il faut que je rentre. Plusieurs personnes m'avaient dit peut-être que tu rentres en métropole, au moins le temps de te refaire, quitte à ce que tu reviennes après. Finalement je suis pas retournée en Guyane, pas pour y vivre du moins. Euh, Mais voilà, donc j'insiste, hein, c'est pas du tout. Moi, j'avais rien fait de mal en fait, c'était vraiment une histoire d'une colocation qui s'est arrêtée de façon un peu what the fuck. C'était pas de ma faute, c'était pas spécialement de la faute de ma colocataire, c'était des circonstances extérieures assez étranges. Je pense que je m'attendais pas à ce que la situation vire comme ça ou quoi que ce soit, mais bah voilà, puis moi, j'ai vraiment aucun problème de drogue ou d'alcool, c'est pas du tout. Ça fait pas du tout partie de mon quotidien, donc bah, comme quoi, voilà, on peut se retrouver dans des situations bizarres parfois dans la vie. Alors que rien ne nous y prédestine. Mais bon, ça va, c'est passé. Euh, Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que quand je suis partie en Guyane, j'avais rencontré juste avant Edmond Baudouin, qui est un dessinateur de bande dessinée un peu étrange comme personnage, très chouette mais particulier, qui voyageait beaucoup et qui faisait des portraits de personnes. Et en fait, je l'avais rencontré dans un contexte où il donnait des cours pour ce qu'on appelle le DUBD. Je crois que ça a changé de nom, mais c'était justement les nouveaux cours de bande dessinée que proposait l'association On a marche sur la bulle, et j'avais envie d'aller voir ce que ça donnait, donc on m'avait donné l'autorisation d'y aller. Et donc dans ce contexte-là, j'avais assisté aux cours étonnants d'Edmond Baudouin, qui parlait beaucoup de philosophie, de vie, etc. Et c'était assez chouette comme expérience. Et donc je lui avais parlé du fait que je partais bientôt en Guyane. C'était vraiment à 2 semaines après, je devais partir, quoi. Il m'a dit, mais va dessiner les gens sur place, dessine-les, fais leurs portraits, tu peux leur donner, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, en Guyane, je me suis mis à dessiner des gens. J'allais dans la rue, sur des marchés, et je proposais aux gens de les dessiner.
Et en fait, j'avais acheté un scanner portable, donc j'en parle dans la vidéo sur mon matériel. C'est un scanner qui vous permet de scanner, vous gardez l'image et en fait, du coup, moi, je suis pas, enfin, je préférais donner ces dessins aux gens que de m'y accrocher absolument et de les garder à tout prix. Surtout que j'avais gardé une trace, quoi. Et voilà, ça touchait beaucoup les gens en général. Plusieurs fois, on m'a invité à manger à cause de ça ou on m'a offert des cadeaux. Donc, ça venait vraiment faire une atmosphère très particulière avec les gens. Moi, c'était une époque de ma vie, j'étais très fermée. En fait, à part de travailler, je faisais pas grand-chose. J'étais tout le temps en contact de dessinateurs. Je pense qu'il y avait une certaine prétention qui avait commencé à se créer en moi, bah, aussi à cause des gens que je fréquentais, hein, où on laissait entendre que voilà, en tant que dessinateur, on avait visiblement inventé la poudre et que du coup, on avait un côté, en tant qu'artiste, un peu supérieur au monde et surtout ce côté très 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 enfermé. Et donc j'en suis complètement sortie de ça à ce moment-là, de façon un peu brusque, hein, du coup, je suis passée un peu de tout à rien. Euh, mais voilà, je pense que ça m'a ouvert le cœur et l'esprit et ça m'a beaucoup fait changer profondément et j'en suis très contente. Du coup, après, j'ai fait plusieurs petits séjours au Suriname, donc la Guyane hollandaise, parce que je côtoyais une famille de Bushinangé qui sont c'est un petit peu long à expliquer, les peuplades en Guyane, mais bref, qui étaient du Suriname et qui m'ont accueilli chez eux, justement, dans mes moments sombres, et qui m'ont emmené plusieurs fois au Suriname, à Paramaribo. Là-bas, j'ai continué de dessiner les gens. Soit j'étais par exemple au fond d'un bus avec mon amie Rosanna qui faisait partie de la famille qui m'accueillait et je dessinais les gens de loin, soit on dessinait toutes les deux parce qu'elle dessinait aussi de façon amateur mais elle aimait dessiner. Donc c'est un truc qui nous avait rapprochés aussi. Et de temps en temps, je continuais en effet ces portraits que j'offrais à des gens, etc. C'est venu vraiment, ouais, des, comment dire, un truc étonnant dans les relations. C'était vraiment chouette. Je pense que c'était un peu digne d'un film en y repensant. Des fois, quand je le raconte, je me dis, oh, c'était dingue en fait. Parce que moi, c'était mon quotidien, mais en fait, c'est vrai que c'était très particulier. Et ensuite, à la fin de mon séjour guyanais, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs semaines au Brésil. Et là, j'ai continué ces portraits de gens que j'offrais, etc., dans la rue ou dans les auberges de jeunesse où je vivais. Et, et voilà, et je pense que j'avais voulu faire un recueil de tous ces portraits, ça s'est pas fait. Je sais pas, je pense aussi que c'était un moment entre eux et moi, ils m'ont pas forcément donné leur accord, j'avais le droit de le mettre sur internet, je demandais, je les prenais en photo en train de tenir le dessin et je mettais ça sur internet, mais après en faire une exploitation en termes de livres, je sais pas si ça avait vraiment de sens, pour moi en tout cas. Voilà, du coup, à la suite de ça, je suis rentrée en métropole, j'ai eu quelques temps d'errance, même si je continuais de travailler, hein, parce que j'ai pas fini, j'ai jamais fini dans la rue, donc ça c'était bien. Mais voilà, et ensuite je suis allée m'installer à Angers parce qu'il y avait un côté, je ne voulais plus rentrer dans ma région natale parce que j'avais une impression de régression, mais j'étais complètement perdue, comme si toutes les portes du monde entier s'ouvraient à moi et je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne en Guyane? Est-ce que je vais vivre dans un autre pays qui n'a rien à voir? Est-ce que je reste en France? Si je reste en France, dans quelle ville est-ce que je vais? C'était très étrange comme période, trop de liberté quoi. Finalement, après moultes hésitations, j'ai décidé de rejoindre la région des Pays de la Loire parce que je savais que Nantes avait un certain rayonnement en termes de bande dessinée. Il y avait beaucoup d'auteurs, il y avait des ateliers, il y a la maison Fumetti qui est installée là-bas. Et en fait, ça a été particulier parce que je rentrais tout juste de Guyane, j'étais encore psychologiquement beaucoup là-dedans. Et en fait, Nantes a un gros passif avec le commerce triangulaire, etc. Et fait beaucoup référence dans la ville. Et comme en Guyane, on parle aussi tout le temps de l'esclavage, ça m'a trop perturbée. Ça m'a mis très mal à l'aise en fait, le côté que cette ville soit riche à cause du commerce triangulaire. C'est un sujet qui me touche énormément depuis ma vie là-bas, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des descendants d'esclaves tout simplement, et donc c'était un sujet assez omniprésent, pour moi en tout cas. Et du coup, c'est un sujet qui me reste compliqué. Et je pense que c'est plutôt ça, hein, que ce soit compliqué. Je veux dire, quelqu'un qui me dit moi j'ai aucun problème avec l'esclavage et je trouve ça trop cool, bah non. Donc bref. Donc dans ce contexte-là, je ne me voyais pas rester à Nantes, mais j'aimais bien la région des Pays de la Loire, puis j'avais des connaissances là-bas. Donc je me suis finalement installée à Angers parce qu'il y avait l'atelier d'auteur de bande dessinée qui s'appelle La Boîte qui fait bœuf. Et par la suite, assez rapidement, j'ai découvert l'atelier Kawa
de Mazé à côté d'Angers parce que je connaissais Olivier Supio qui est dessinateur et qui travaille là-bas. Je le connaissais depuis que j'étais jeune ado, parce que je l'avais vu en intervention à cette époque-là quand j'avais 12 ans. Et donc il m'a dit bah, viens rejoindre notre atelier si tu veux. Donc ça s'est passé comme ça. Donc c'était une chouette expérience cet atelier. Ce côté travail, j'allais dire travail d'équipe, c'est pas vrai, on travaillait pas ensemble, mais on travaillait dans la même pièce, mais pas sur des projets communs. Mais c'était vraiment, tout ça, c'était des chouettes souvenirs. Euh, la vie a fait que j'ai redéménagé plusieurs fois après. J'ai commencé à voyager beaucoup, beaucoup aussi, et donc j'emmenais mon travail avec moi en voyage. J'avais vraiment pas d'attache, donc je pouvais me le permettre. Et je pense que j'avais une certaine errance aussi qui me poussait là-dedans. Je pense que le séjour en Guyane et le côté sans logement a réveillé un truc aussi où je pense que j'avais quelque chose à me prouver en termes de nomadisme. Donc voilà, j'emmenais mon boulot et j'avais une vie vraiment semi-nomade où j'étais barré 6 à 8 mois de l'année, j'étais littéralement jamais chez moi. Et, euh, et voilà, ça a été aussi des expériences assez chouettes hein, dans l'ensemble. Franchement, là, il m'est pas arrivé de tuer dans ces trucs-là, mais j'ai voyagé dans plein d'endroits en Europe. Et surtout, j'ai pris goût au voyage. À ce moment-là, et c'est pour ça que c'est vraiment étonnant, on m'a proposé de dessiner la bande dessinée Lily et Colin, qui se passe en Guyane. Ça a été ma première approche éditoriale, en plus spontanée. Moi, pour une fois, j'avais rien fait. C'est vraiment au moment où j'ai arrêté d'essayer, en fait, de m'acharner à faire des projets où je dis oh, tant pis, hein. Ça ressemblait vraiment à ça, la façon dont j'ai dit ça. C'est à ce moment-là, bizarrement, que les étoiles se sont alignées, que des personnes sont venues me chercher. C'était très bizarre. Et exactement au même moment, les éditions Glénat qui me contactent pour me proposer de dessiner Le Dernier Refuge. Donc, Plume Verte, c'était du bouche à oreille. J'avais travaillé avec les éditions Aymara dans le journal Une saison en Guyane. Donc, c'est Pierre-Olivier G qui m'a présenté par mail à Suzy et Thierry des éditions Plume Verte pour qu'on travaille ensemble. Et dans le cadre du Dernier Refuge, en fait, je connaissais Valérie Aubin, la directrice de collection, depuis un moment, parce que plein de fois, je lui avais présenté des dossiers, justement. Et donc, elle me connaissait, elle savait que j'existais, et surtout, elle savait que j'aimais bien dessiner les animaux, et notamment les chats. Vous voyez, il y a quand même un truc puzzle, hein, c'est marrant, je me retrouve à apprendre à dessiner les chats à cause de Watson, par hasard. Ça me revient des années après. Je pars en Guyane, tout le monde me dit n'y va pas, ça se passe pas toujours de ouf. Et au final, ça me ramène plein de boulot après, alors que tout le monde m'avait dit professionnellement, ça va te griller d'aller là-bas. Il y a des hasards étranges dans la vie. Voilà, du coup, bah là, ça a commencé à un peu plus décoller professionnellement. Et surtout, c'est une époque où depuis, je me dis, ben, je publie un bouquin, tant mieux, j'en publie pas, tant pis. Parce que de toute façon, j'ai tellement de choses à faire, je continue de faire des travaux de commande, je continue de faire des ateliers pour les enfants. Et puis, au final, j'ai pas tant de temps que ça j'ai pas tant le temps que ça, pardon, de dessiner sur mon temps libre. Donc, disons que je m'ennuie pas, quoi. Et la vidéo c'est tellement mal payé que j'avoue que je cours pas spécialement non plus au bout d'un mois après le fait de faire un album à tout prix. Parce que parce qu'il faut bien gagner sa vie pour s'en sortir. Et voilà. Euh, Suite à ça, en 2018, je suis retournée en Guyane, pas pour y vivre, hein, mais pour faire une longue résidence d'auteur. Donc c'était la sortie de Lily et Colin, le tome 1, et on m'a proposé de faire une sorte d'énorme tournée d'ateliers, notamment dans l'est de la Guyane, donc Cayenne, Ravire-Montjoly, mais qui est collé à Cayenne, Kourou, je crois que c'était les 3 endroits principaux. Peut-être Roura aussi, enfin toute la région à côté de Cayenne pour ceux qui connaissent. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir fait à Saint-Laurent du Maroni ou dans l'ouest, mais peut-être que c'était le cas, je me rappelle mal. Il y en a eu tellement en fait, c'était très 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 intense hein, comme période. C'était un mois où j'étais tout le temps en atelier et je faisais beaucoup de routes pour m'y rendre. Voilà. Euh, Ah bon, je commence à fatiguer un petit peu. Au même moment est sortie ma bande dessinée L'Or des Fous aux éditions Aymara, donc ça j'en ai pas parlé, c'était juste après Le Dernier Refuge, j'avais un peu besoin de me réapproprier mon dessin et de faire quelque chose seul. Et à ce moment-là, l'État français parlait de faire ce qui s'appelait le projet Montagne d'Or, donc c'est un énorme camp d'orpaillage à ciel ouvert et écologiquement on sait que ça aurait été une catastrophe. Donc j'avais voulu
à mon échelle, essayer d'en parler et d'alerter les gens là-dessus. Donc en faisant mon album L'Or des Fous, pour ceux qui veulent le lire, il est complètement disponible sur internet, parce que comme il n'est pas distribué en métropole, de toute façon je l'avais déjà mis sur internet avant qu'il soit édité ou quoi que ce soit, parce qu'à la base c'était juste ça le but, c'était de dessiner un album, le publier, le mettre à disposition des gens gratuitement pour faire de l'information sur internet. Et ensuite les hasards ont fait que les éditions Aymara m'ont proposé de l'éditer, puis les éditions Plume Verte, donc en fait il a été édité dans 2 maisons d'édition différentes, pas au même format d'ailleurs. Le format des éditions Aymara est petit et souple et sur un papier un petit peu texturé. Et comme l'ancrage de ce projet a été fait au crayon, c'est assez marrant, on dirait que ce sont des planches originales qui ont été mises ensemble. Pardon pour le petit reniflement, désolé. Et la version de Plume Verte est un peu plus clean sur un papier glacé, elle est plus grande, le bouquin est cartonné, à la fin on a fait un dossier d'images et d'explications de la genèse du projet, notamment sur comment on fait une BD avec les étapes de travail, etc. Suite à ça, donc j'ai travaillé au Portugal aussi. Je suis allée 2 mois. J'ai travaillé quand même dans pas mal d'endroits ou avec pas mal. Enfin, parfois ça s'est fait à distance, comme pour le Liban avec la maison d'édition Sam. Yep, ça a encore coupé. Et là où j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai relevé la tête juste pour me dire bon, c'est pas normal, là. La lumière, elle est figée. Donc, ouais, on a presque rien raté, c'est merveilleux. Du coup, j'étais en train de parler du Portugal, je sais pas si ça a été enregistré ou pas, peu importe. Moi j'ai travaillé au Portugal, j'y étais partie pour 2 mois en voulant tester vraiment le vrai vacances-travail, c'est-à-dire en travaillant beaucoup mais sans m'épuiser comme j'avais pu le faire par le passé. Et, et puis juste en faisant un peu autre chose de ma vie que ce travail de moine qu'on m'avait vendu. C'est pas vrai, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, je sais pas. Je pense que c'est des gens qui aiment en fait faire rien d'autre de leur vie. Qui vont vous dire ça et c'est leur façon de se justifier ou quoi, mais en fait non, vous pouvez vivre de façon plus normale et sympathique et surtout profiter de ne pas être obligé de travailler enfin d'avoir un métier freelance tout simplement où vous pouvez travailler à peu près d'où vous voulez. Au contraire, je dis pas qu'il faut absolument que vous en profitiez, vous faites ce que vous voulez, mais techniquement vous pouvez. Donc c'est plutôt cool quoi. Et vous n'êtes pas obligé de travailler comme des bourrins et tout, comme ce que beaucoup de gens essaieront de vous vendre. Je sais pas pourquoi les gens veulent faire croire qu'ils travaillent comme des fous, comme si c'était vraiment un truc positif dans la vie de ah super, je suis mort et tout, et j'ai rien fait de ma vie à part bosser. Ah, je suis fière. Ah, bah écoute, bien, c'est intéressant tout ça. Bref, voilà, donc j'ai travaillé au Portugal pendant une semaine avec une école maternelle. Donc c'était l'école française de Lisbonne. Et c'était vraiment intéressant parce que j'avais jamais eu un public aussi jeune, donc ça demandait pas mal d'adaptation. Et c'était assez chouette comme expérience. Ensuite, j'ai obtenu le prix Saint-Michel de la bande dessinée pour l'album Le Dernier Refuge. Le prix Saint-Michel, c'est un prix belge qu'on reçoit à Bruxelles. Là, j'ai eu le prix Avenir, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Hein, c'est divisé en plusieurs sous-catégories. C'était un petit peu fou, mais surtout, c'était un moment où, pour plein de raisons très 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 compliquées professionnellement, je pensais arrêter complètement et le dessin et la bande dessinée. Donc c'était très étonnant et presque un peu troublant et frustrant de recevoir ce prix à ce moment-là parce que j'avais l'impression d'avoir déjà été d'avoir comment dire un peu été au bout de mes limites et que c'est à ce moment-là où je craque pour de bon et où je pensais vraiment être irrécupérable. Je ne voulais plus toucher un crayon à ce moment-là, c'était vraiment horrible. J'avais un rapport à mon métier vraiment complètement déformé, traumatique et tout ce que vous voudrez. Et donc c'est à ce moment-là que je reçois un prix. Et ben, du coup, je vais pas mentir, j'en avais fait une vidéo à l'époque. Ben, en fait, ça m'a traumatisé de recevoir ce prix. J'ai fait la morte avant de répondre parce que les personnes essayaient de me contacter et moi je répondais pas. Parce qu'en fait, tout ce qui me rappelait mon métier était. Mais c'était vraiment, j'étais en boule dans ma chambre. Hein. J'étais dans un état, c'est pas juste je faisais une petite comédie ou quoi que ce soit. C'était psychologiquement, c'était infernal. Et,
Et donc ça a été très 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 bizarre de recevoir ce prix. Euh, ouais, presque. Ça en a presque rajouté une couche, donc c'est pour ça que j'en avais pas beaucoup parlé non plus. Mais voilà, en tout cas, et j'ai quand même eu le prix Saint-Michel, et je pense que j'ai le droit de m'en vanter parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Et comme je constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui. Je l'aurais beaucoup dit dans cette vidéo, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ne me prennent pas au sérieux, ou je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est ma façon de parler, si c'est ma tête, et je commence un petit peu à être fatiguée par ça. Donc maintenant, je vais un petit peu plus assumer de oui, j'ai eu un prix, j'ai gagné plein de prix de concours quand j'étais petite, et j'ai eu un prix, et c'est pas de la prétention, et c'est tout, c'est un fait. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, parce que je vois plein de gens qui brassent de l'air et qui sont des espèces d'escrocs total, qui se vantent à longueur de temps, alors que franchement, bah, je vois vraiment pas pourquoi. Alors que moi, je connais plein de gens super talentueux qui ne se vanteront jamais, et on apprend vraiment en leur tirant les verres du nez ce qu'ils font, et ben moi, j'en ai marre de le faire comme ça. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai reparticipé à plusieurs collectifs BD, dont le collectif Amiens en BD. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Pendant le Covid, j'ai dû finir le tome 2 de Lily et Colin. Ça a été très 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 particulier parce que en fait, l'album avait pris du retard. Moi, j'avais fait mon burn-out entre deux, j'avais pas envie de m'y remettre, tout était dur. Et surtout, le premier tome, c'était fait sur 6 mois. Et là, le tome 2, ça a traîné sur 2 ans ou 2 ans et demi. Ça a été un truc de fou. On a eu toutes les galères avec cet album. À un moment, la scénariste avait plus du tout d'inspiration, la pauvre, donc on savait plus trop, on était un peu bloqués. Les éditeurs avaient eu des soucis, je sais plus ce qui s'est passé, je crois que mon cerveau a dû effacer volontairement. Et donc cerise sur le gâteau, j'arrive enfin à reprendre mes planches pendant le premier confinement. Euh, je travaille difficilement parce que j'étais confinée en famille, c'est parce que j'étais pas prévu. Et c'était assez compliqué, hein, l'ambiance, on va pas se le cacher, comme pour beaucoup de gens, je pense. En plus, nous, on faisait partie des gens surflippés où on pensait que c'était la fin du monde. Donc c'était grosse ambiance, quoi. Et du coup, en fait, j'avance pendant 3 semaines sur ma mise en couleur. Et là, comme une grosse débile, j'enregistre mal et en fait, j'efface moi-même, hein, comme une grande, c'est pas mon ordi qui a bugué, j'efface moi-même mes 3 semaines de travail sur ma mise en couleur. Autant dire que j'ai beaucoup pleuré. Et bah, ça m'a complètement bloqué. Donc tant et si bien qu'après j'ai fait appel à une autre personne qui est signée Auréline pour m'aider à finir mes mises en couleur. Je lui ai demandé de faire les silhouettes et une partie des aplats. Parce que c'était juste plus possible du tout, quoi. J'y arrivais plus. Donc cette personne m'a aidé à finir ça. Et voilà. Donc à la suite de ça, j'ai repris mes travaux avec les éditions Plume Verte. Donc en fait, j'ai pas trop vu ce que ça donnait parce que comme c'est en Guyane, on a du mal à m'envoyer les choses. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de visuels pour des sacs, genre sacs de course, des mugs, des verres. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres objets, mais je les connais pas forcément. Et surtout, je les ai jamais vus pour la plupart. Donc si vous allez en Guyane, sachez qu'à Cayenne, normalement, si vous rentrez dans le gros supermarché de Susini, normalement, vous allez trouver plein d'objets que j'ai, comment dire, pour lesquels j'ai fait des visuels. Si vous voulez m'en ramener, je serai à joie et bonheur. Je tiens à le dire. C'est pas la première fois que je le dis, mais quand même, j'insiste. Euh, voilà, donc je pense que d'après ce que je sais, et bon, moi-même c'est sûr, j'ai beaucoup beaucoup de produits dérivés avec mes visuels dessus. Et j'avais aussi designé une peluche, deux peluches pardon, j'avais designé une peluche de jaguar et une peluche de singe hurleur. Donc je ne sais pas si ce projet est arrivé à exécution, mais moi en tout cas j'avais fait mes petits patrons et tout, réfléchi sur est-ce que techniquement ça c'est possible, etc. Et du coup j'avais fait ça. C'était pas de la vraie 3D, mais c'était une semi 3D où les deux peluches étaient visibles vraiment dans tous les sens, profil, face, vue au-dessus, vue d'en dessous, vue de trois quarts, etc. Et du coup, ça a été très exigeant au niveau des proportions et où justement mon expérience à Wetsum à faire de la 3D m'avait beaucoup aidé, était très utile surtout. Euh, ensuite, j'ai travaillé avec une école française, toujours à Londres. Donc je n'ai pas pu m'y rendre parce que juste avant le jour J où je devais y aller, à cause du Covid, l'Angleterre avait bien bien refermé ses frontières. Donc c'était vraiment beaucoup trop compliqué de réussir à avoir un laissez-passer pour m'y rendre. Du coup, les ateliers se sont faits en visio. C'est dommage. En même temps, après, je sais pas si visiter l'Angleterre en mode Covid avec les masques et
toutes les restrictions qu'on avait dans tous les sens, je sais pas si ça aurait été la meilleure expérience de ma vie. Donc bon, peut-être que c'était un mal pour un bien, je sais pas. Voilà, et du coup, je retravaille avec des zoos, je fais parfois des visuels pour des zoos. J'ai travaillé plusieurs fois avec le festival Gros Art où je me suis rendue pour dédicacer et où j'ai fait des dessins pour leur recueil de dessins qu'ils font chaque année sur un thème animalier particulier. Donc cette année, c'était sur les zèbres de Crévy. J'avais écrit un scénario qui s'appelait Sinamari sur une jeune fille guyanaise qui avait un petit peu des pouvoirs et tout, et sur un jeune homme métropolitain qui arrive en Guyane et qui se demande ce qu'il fait là. Ça rappelle peut-être quelque chose. Je parle de mon histoire un peu quand je dis ça. Et en fait, j'avais commencé à le dessiner en 2019 pendant que j'étais au Portugal. Ça s'est arrêté, c'était ma propre initiative. Hein. C'est parce que je m'en sortais pas bien et puis il y avait trop de choses et tout était un peu compliqué. Et donc ça avait repris en 2021. J'avais proposé à mon amie Céline Pénaud, dite Cahouette, qui est dessinatrice, d'illustrer ce projet. Donc ça aurait dû signer, ça aurait dû se faire. J'étais là en tant que scénariste du coup, et puis au dernier moment, comme il y avait beaucoup de tensions en Guyane à ce moment-là, le projet s'est arrêté alors qu'on allait commencer. Donc bon, c'était un peu triste quoi comme période, mais je pense que ça a fait plaisir à personne, hein, ni à nous ni aux éditeurs. Et je pense que ce projet ne verra finalement jamais le jour parce que moi je suis plus trop dedans. Il était quand même un petit peu dur psychologiquement. Ça restait un album pour adolescents, mais ça remuait des choses pas forcément toujours faciles. Donc j'ai pas forcément. Non, j'ai pas l'intention de le reprendre a priori. Après, donc tout ça toujours en fond de je continue mes commandes et mes ateliers, etc. J'ai fait quelques pages test avec Christophe Cazeneuve, parce qu'on s'était rencontrés justement au festival de Gros Art, dans le zoo de Mulhouse. Et on voulait essayer de travailler ensemble, donc il a écrit une super histoire un petit peu horrifique qui se passe. Officiellement, c'est pas en Guyane, c'est pas noté comme ça, mais bon, ça reprend beaucoup de codes de Guyane qui parlent donc de Bushinengue, d'esclavage. On voit un village d'esclaves. J'avais fait ça aussi parce que j'ai été amenée à travailler pour le journal Une saison en Guyane sur un hors-série sur des reconstitutions archéologiques et on m'a confié un dossier qui parlait de la reconstitution d'un village d'esclaves en fait. Et donc j'étais en contact avec des archéologues qui me décrivaient en fait exactement à quoi devait ressembler le village et moi je devais faire la reconstitution en images. Donc c'était génial comme expérience. C'était pas fun, hein, une fois de plus. Mais c'était assez fantastique comme expérience de devoir réimaginer à quoi ressemble le village. Les archéologues, c'était deux femmes, étaient très investies, très, très touchées par les histoires des personnes qui avaient vécu là-bas. Et donc elles étaient assez émues quand je leur avais montré les dessins. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et du coup, ça me tenait à cœur de replacer quelque chose inspiré de ces images de village d'esclaves dans le projet avec Christophe Cazeneuve. Ce projet, on l'avait fait pour un fanzine à la base, mais je sais pas, on n'a pas eu de nouvelles du fanzine, donc voilà, et du coup ça a été placé dans le journal Boucan, je crois que c'était le dernier trimestre 2022. Donc, en plus, le journal Boucan, il est vraiment très grand, donc les pages, les originaux étaient en A4, c'était un format A4, je dessine pas en très grand moi d'habitude, et là les pages elles sont comme ça, donc c'est trop chouette quoi de pouvoir les voir imprimés en grand et tout, c'était très agréable. Et, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est chaque fois que vous faites des pages, vous reprogressez, et même quand vous avez des moments d'oisiveté, en fait votre cerveau va continuer à travailler la plupart du temps, donc des fois vous allez être surpris de reprendre le crayon et de voir que vous avez gagné en level alors que vous n'avez rien fait depuis pas mal de temps. Donc là c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ce projet, que entre nous, Christophe et moi, nous appelons Benison. Vous pouvez le trouver aussi sur internet, donc sur mon Instagram, sur mon blog. Je pense que je l'ai mis aussi sur Facebook. Et je pense que si vous tapez Benison, Alex Simé, Christophe Cazeneuve, à mon avis, vous allez tomber dessus assez facilement. Pardon. À l'automne 2022, ouais, à automne 2022, j'avais commencé un projet de bande dessinée, donc c'était une commande d'un projet complet de la part des éditions Petit à Petit.
sur une série sur les mathématiciens. Donc là c'était sur Laurent Schwartz, qui a été un mathématicien d'ailleurs très engagé politiquement dans les années 80 notamment. Et donc en fait j'avais réalisé les 3 quarts de l'album, ça se passait bien jusque là. Et pour des raisons indépendantes de ma volonté et indépendantes de la volonté des éditions, petit à petit on a dû arrêter le projet littéralement du jour au lendemain. J'ai eu mon éditeur un soir, il dit oh, il y a peut-être des petites tensions, je t'en reparle. Et le lendemain, littéralement, moins de 24 heures après, qui m'appelle, la voix blanche. Alex, pose tes crayons, en fait on va devoir arrêter. Donc voilà, c'est des histoires d'ayant droit, etc. Donc on a dû arrêter le projet. C'était assez traumatisant hein, quand même. Pour moi, j'ai été payée quand même. Mais ça a été une drôle d'histoire. Mais par contre, toujours tirer le positif, c'est que en fait, j'ai dessiné des choses que j'aurais pas dessinées de moi-même et que je dessinais pas spécialement en temps normal, c'est-à-dire beaucoup d'hommes entre 40 et 70 ans, tous en costard-cravate, beaucoup de scènes de bureau, beaucoup de scènes de foule, beaucoup de bâtiments, parfois un peu classe, etc. Et surtout qu'il fallait qu'on reconnaisse en fait, les gens aussi, il fallait qu'on les reconnaisse. Donc c'était quand même investissant, je sais pas si ça se dit comme mot, c'était prenant comme boulot et enfin voilà, ça demandait quand même pas mal de rigueur. Et même s'il n'a pas abouti, moi ça m'a vraiment, d'un point de vue technique, je sais que j'en suis ressortie grandie parce que j'ai fait beaucoup de pages quand même. J'ai dû les faire dans un temps assez limité. Et puis, ben voilà, tout simplement, je l'ai déjà dit, mais vous progressez super vite quand vous faites un album. Donc je sais que j'ai rajouté beaucoup de cordes à mon arc. Et surtout maintenant, je sais dessiner un costume, une veste de costume. Et ça me rend heureuse. Voilà, du coup, à la suite de ça, ben là, en fait, de mon année 2023, entre janvier et juin, je n'ai fait quasiment que des ateliers d'initiation à la bande dessinée. Donc merci On a marché sur la bulle, qui est une association de bande dessinée qui me fait beaucoup travailler depuis des années, j'en parlais tout à l'heure. Et vraiment un grand merci sincère. Financièrement, si je vis décemment, c'est clairement grâce à eux, donc je leur dois beaucoup, beaucoup. Et moi, j'adore faire des ateliers, il y en a qui n'aiment pas ça, ou ça les ennuie, ou qui se forcent. Moi, j'aime bien rentrer les élèves. Ça me fait vraiment plaisir, donc c'était un peu épuisant sur la fin, mais c'était vraiment chouette. Et puis, donc j'avais très peu de temps pour dessiner. On m'a proposé de participer au tome 2 de Amiens en BD. J'ai fait 7 pages. Je devais faire la couleur, j'ai senti que j'aurais jamais le temps avec tous les ateliers, etc. Donc ça a été l'occasion de recontacter mon ami que j'avais rencontré à Moscou 10 ans plus tôt, Luca, qui a fait un super travail. Elle a tout à fait compris ma palette en termes de couleurs. C'est la première fois que ça a été aussi fluide avec un coloriste et que tout de suite elle a compris quelque chose. Et j'ai trouvé qu'elle avait fait un super boulot, donc je suis ravie. Et comme en plus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail, bon, c'est vraiment super. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Alors son prénom c'est Luca, Luka. Son nom de famille, je vais avoir du mal à le prononcer parce qu'en plus il y a des lettres en cyrillique. Mais si vous allez sur mon Instagram, cherchez Luca dans mes amis, vous la trouverez. Voilà, c'est super précis. Voilà, et du coup, sur mon temps libre, moi j'adore dessiner des animaux, et particulièrement je me suis pris d'une passion pour le dessin d'oiseaux, et notamment de perroquets et de perruches il y a 3 ans peut-être. Je pense que ça a commencé pendant les confinements, je ne saurais pas dire. Donc j'ai dessiné d'après photo, parfois j'oublie de le dire. Tous ces dessins d'animaux très réalistes sont faits d'après photo, hein. J'ai aucun mérite pour ça, moi je recopie entre guillemets bêtement, et je colorie aussi bêtement en regardant ma photo et en essayant de me débattre avec mon aquarelle et mes encres comme je peux. Mais voilà, donc quand j'ai du temps libre, la plupart du temps, je passe du temps à dessiner des oiseaux. Voilà, c'est un truc que j'adore faire parce que ça me fait penser aux gravures anciennes et c'est une esthétique que j'adore. Donc à la base, je crois vraiment que c'était pour décorer mon intérieur. J'avais imprimé des gravures anciennes et je me suis dit, bah, tiens, je vais continuer moi-même de faire ça. Et c'est devenu vraiment un truc que j'adore. Et donc récemment, dans ce contexte, comme je commençais à avoir pas mal de dessins de perruches, je me suis dit ben, ça pourrait être chouette d'en imprimer. Donc j'ai auto-édité un recueil de cartes postales que j'ai appelé Plume. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc on a une petite pochette imprimée en papier glacé avec une perruche conure légèrement tournée sur la page de garde, avec mon nom et
plume écrit, on a une belle quatrième de couverture. Je dis belle, c'est dans le sens où l'impression est belle, hein. Où on voit un mot utuk, qui est un oiseau amazonien qui est vert et bleu, qui est super beau. Là, c'est la version en noir et blanc, et à l'intérieur, vous avez 10 cartes postales, donc sur un papier un petit peu texturé. Vous avez 10 oiseaux différents, donc on a des toucans, on a beaucoup de perruches, on a un hara, on a le motmotutuk. Donc toutes sont en couleur sauf une où on a 3 perruches et ce sont des conures, je crois encore, conures solaire, je sais plus, en noir et blanc. Et voilà, et en fait, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas spécialement pour faire la pub, c'est juste que je suis super contente parce que mes premières expériences en festival, c'était beaucoup. J'avais un stand où je faisais imprimer beaucoup de cartes postales, beaucoup de posters, des badges aussi. Alors les badges, ça a été toute une histoire pour ceux qui ont connu cette époque. Et parce que ouais, c'était ma marque de fabrique, les badges. Et en fait, j'avais complètement arrêté l'auto-édition depuis des années. Et là, je pense que je le fais clairement à perte, mais j'ai cassé ma tirelire et j'ai fait ce recueil de cartes postales. Et c'est vraiment une grande fierté pour moi. Et comme c'est un style de dessin très réaliste qui n'a rien à voir avec ça, en fait, voilà, je suis super contente en fait d'avoir fait ça. Il n'y a vraiment rien de plus, hein. C'est pas de la prétention ou quoi que ce soit, c'est juste, je suis contente d'avoir réalisé mon projet, je suis contente que cet objet pardon, existe. Et comme c'est mon dernier projet vraiment récent, dont je peux parler en tout cas, parce qu'il y a des trucs qui sont, mais je vais pas en parler parce que on sait jamais. Si ça s'arrête, après je vais avoir l'air con. Si j'en parle et qu'en fait ça se fait pas, on va me dire alors. Ou tout simplement peut-être que les gens avec qui je travaille n'en toujours pas. Je vais me taire. Mais voilà, donc ça c'est le dernier projet en date dont je peux parler et qui me rend vraiment fière. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc pour ceux qui s'inquiètent pour ma vie après ce que je raconte sur les périodes compliquées, les périodes sans logement, les machins, les trucs, etc. Là a priori c'est quand même un petit peu derrière. Globalement ça va, hein, dans la vie, ça dépend des jours, mais je pense comme tout le monde. Mais ça va. J'ai pas de festival en vue, par contre je vais aller dédicacer aux Zoo de la Boissière pour l'album Auprès des animaux paru il y a à peu près 2 mois maintenant je crois, aux éditions Petit à Petit, pour lequel j'ai fait un chapitre. Donc Auprès des animaux, un album qui présente des parcs zoologiques et notamment le travail des soigneurs. Et donc je vais aller le dédicacer là le 21 août 2023 aux Zoo de la Boissière dans les Pays de la Loire. Donc je suis très contente parce que ça me permet de renouer un petit peu avec cette région dans laquelle j'ai vécu et que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Ça, je pense que bien sûr que si, elle était trop longue parce que je blablate beaucoup. C'était un petit peu particulier hein, quand même pour moi, même s'il y a déjà des biographies et que je raconte énormément ma vie sur internet depuis que j'ai 16 ans à cause des blogs. C'est quand même particulier d'avoir raconté tout ça, puis de le dire à l'oral, c'est pas toujours pareil, on n'a pas la même distance. J'espère que ça paraît pas égocentrique, parce que c'est pas le but. Je suis un peu dans une période où j'essaye d'accepter que j'ai le droit de mettre en avant mon travail et d'accepter ce que je fais, parce que je me rends compte que je pense que je m'auto-casse beaucoup en laissant entendre que je fais pas grand chose, ou que je travaille pas très bien ou quoi que ce soit, alors que objectivement encore maintenant, je consacre quand même une énorme partie de ma vie à mon travail et c'est quelque chose. J'aime pas du tout le terme passion, donc je vais pas l'employer, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Et quand je fais des trucs, en général, j'essaye en tout cas de le faire bien. En tout cas, je le fais avec investissement parce que c'est vraiment. Comment dire parce que j'aime ce que je fais en fait et j'ai envie de faire les choses bien. Et c'est juste en fait, au bout d'un moment, je me dis, il faut que j'arrête de laisser entendre que je fais rien, que je glande un peu, ou que j'ai pas de talent, etc. Et parce qu'en fait, voilà, c'est toujours pareil, d'expérience, je constate, je connais une personne merveilleuse dans mon entourage dont je ne citerai pas le nom pour respecter son anonymat. C'est quelqu'un qui est trop humble et en fait qui répète en boucle que c'est pas bien ce qu'il fait, etc. Voilà, du coup, résultat, il s'est fait bolosser par une bande de personnes que je trouve tout à fait méprisable. C'est pas le genre de truc que je pense d'habitude des gens, mais là je le pense très très fort, qui l'ont bien martyrisé en appuyant bien sur sa tête, en lui faisant bien comprendre qu'il était nul, alors que vraiment ces personnes n'arrivent pas à la cheville de cette autre personne merveilleuse dont je suis en train de parler.
Et je pense que ça a fait peut-être aussi un peu un déclic de me dire, les gens, ils prennent ce que vous leur donnez. Et il y a des gens très très nuls, qui sont pas des gens bien, qui n'ont aucune capacité, qui sont pas talentueux, qui vont brasser de l'air et réussir à vous mettre dans le crâne que qui sont incroyables, qui sont trop forts, et en plus, voire même qui vous sont supérieurs. Et à l'inverse, il y a des gens, en fait, s'ils arrivent et malgré tout ce que vous voyez d'eux, tout le talent, toute la bonté ou quoi que ce soit, si ces gens vous disent oh, bah, je suis nul, je sais rien faire, bah pareil, vous allez finir par le croire, voire même inconsciemment, vous allez leur appuyer sur la tête aussi. Et c'est quand même d'une tristesse infinie. Et ben voilà, je me dis, bah, si c'est ça le jeu de la vie, et si les gens prennent ce qu'on leur donne, bah, moi je vais arrêter de m'auto-rabaisser parce que visiblement certaines personnes de ce monde ne sont pas assez futées pour passer un peu au-delà et prennent un peu trop les, les personnes pas chouettes qui se la pètent pour des gens bien et les personnes un peu humbles pour dénier qu'il faut mépriser. Donc, voilà, moi je vais m'arrêter là. Je distille mes petits conseils de vie, de développement personnel, what the fuck au passage. J'espère que c'est pas trop lourd. Puis quand bien même c'est trop lourd, hein, écoutez, ne regardez pas mes vidéos, coupez le son. Que voulez-vous que je vous dise? Ok, alors on est le 10 août. 10 août. Alors chez moi on dit out. Je ne sais pas pour vous, parce que des fois on me reprend, je dis non, je dis ce que je veux. C'est dans ma famille on dit comme ça. C'est pas une faute de français. C'est une façon différente de dire les choses. C'est comme le chiffre 20.